sommes très reconnaissants parce que je pense que la rencontre directe, voilà, ça fait sens pour nous dans ce forum en tout cas. Merci de nous aider donc à mieux appréhender la situation israélo-palestinienne d'un point de vue historique. Vous êtes professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris. Vous êtes arabisant. Vous vous rendez fréquemment en Orient. Vous étiez un mois, entre décembre et janvier, à Gaza, dans la zone, une des zones dites humanitaires. Vous êtes l'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages. J'aimerais citer quelques titres. Alors j'ai regardé ma bibliothèque et je pense que la première chose que j'ai vue de vous, ça doit être en bande dessinée. Les meilleurs ennemis, une histoire de relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient, 1783-2013. Et du coup, comme ça, j'ai commencé à repérer votre nom. J'ai d'autres ouvrages que j'aimerais citer. Le milieu des mondes, une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours. Et cette approche laïque, c'est aussi celle qui nous caractérise en tant qu'historien. Une histoire de Gaza. Elle est en tout cet ouvrage, ce livre en consultation là-bas, qui est sorti en 2021, qui vient d'être réédité. Un autre ouvrage, L'impasse sur Israël, Netanyahou, la fin du rêve sioniste. Un ouvrage de 2019 qui vient aussi d'être réédité avec une nouvelle préface. Et puis le livre qui a déclenché le souhait de vous inviter, Comment la Palestine fut perdue, pourquoi Israël n'a pas gagné, histoire d'un conflit. Dans cet ouvrage, vous revisitez la longue histoire du conflit israélo-palestinien en abordant sous 6 angles différents. Ce que vous nommez les 3 forces israéliennes et les 3 faiblesses palestiniennes, qui ensemble rendent compte des nœuds du conflit, et sans doute aussi de sa durée exceptionnelle depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Et le premier chapitre est particulièrement intéressant d'un point de vue protestant, puisque la première force israélienne décrite est celle du sionisme chrétien, c'est-à-dire essentiellement protestant et évangélique anglo-saxon, un sionisme théologique qui a précédé le sionisme juif politique. Et donc une certaine lecture de la Bible peut avoir un impact politique important, et nous, ça ne peut que nous interroger en tant qu'Église protestante réunie pour ce forum. Voilà pour cette présentation, et maintenant je vais vous laisser tout simplement la parole. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité, de m'associer donc à ces journées. Comme vous le rappeliez, j'ai tout de suite répondu positivement. C'est une position de principe que j'estime en tant qu'historien d'un conflit aussi désastreux, aussi scandaleux, qu'il est de mon devoir citoyen d'intervenir chaque fois que je suis sollicité, que ce soit dans un cadre religieux, communautaire, laïque, associatif, syndicaux, franc-maçon, que sais-je. Je dis toujours oui, par principe. En même temps, par principe, voilà, je suis arrivé juste après la bénédiction, et je repartirai après vos agapes. Vous croyez ce que vous croyez, je ne sais pas forcément ce que je crois, mais en tout cas, ce n'est pas le lieu d'en discuter. En même temps, il y aura cette dimension protestante importante, connue, dont on voit le poids aujourd'hui du sionisme chrétien. Et puis, vous n'avez pas mentionné, j'ai eu toute une vie avant d'être universitaire, et entre autres, j'ai été conseiller de Pierre Jox à l'intérieur et à la Défense, et de Lionel Jospin à Matignon. Vous avez compris quel est le point commun entre ces deux personnes, au-delà du fait qu'ils sont tous les deux socialistes. En venant dans le train, il se trouve que je lisais Vincent Duclerc, Rocard, une biographie internationale, troisième personne que vous pouvez lier, et que dans la lettre posthume, le dernier témoignage posthume, qui a été mis en ligne, je l'ai découvert il y a 1 heure dans le train.
après sa mort par le pasteur de l'école protestante, de l'église protestante unifiée de l'Étoile, eh bien le message s'ouvre ainsi. Je ne le lirai pas complètement. J'aurais largement vécu le siècle de la honte, la boucherie de 14-18, la Shoah, le Goulag, les génocides du Cambodge, du Rwanda et de Bosnie, l'acquiescement tacite de la communauté internationale à l'assassinat de la nation palestinienne. Michel Rocard. Quand nous avons échangé pour la première fois, cher Mathieu, la situation était déjà atroce. Nous ne pouvons pas imaginer qu'elle serait encore pire. C'est le cas. Je ne peux pas faire comme si, au moment où je vous parle, des femmes, des hommes et des enfants ne soient pas massacrés. Ce sera plutôt dans le cadre de nos échanges que le suivi sera évoqué, mais sachez que déjà de manière générale, mais encore plus pour avoir passé un mois dans la bande de Gaza, intégré au sein de l'équipe de Médecins sans frontières de décembre 2024 à janvier 2025, un mois de guerre et 2 jours de trêve, cette réalité m'habite. Elle m'habite. Et sachez, comme chrétien, je m'adresse à vous, où en est la population chrétienne de Gaza. Avant que je commence. Au cas où vous n'en seriez pas pleinement conscient. Il y avait, en octobre 2023, 1 millier de chrétiens à Gaza. Majoritairement orthodoxes, puis catholiques, puis protestants. Eh bien, il en reste à peu près 500 autour de la paroisse de la Sainte Famille, dans la ville de Gaza. 200 se sont réfugiés dans le sud de l'enclave, si on peut encore les repérer. 200 ont pu fuir vers l'Égypte, soit parce qu'ils avaient la double nationalité, soit parce qu'ils avaient des contacts à l'étranger qui ont facilité ce départ, donc une proportion plus importante que pour leurs compatriotes musulmans. Et une quarantaine au moins ont été tués. Ont été tués soit directement, 17 dans le bombardement de l'église orthodoxe Saint-Porphyre où ils croyaient avoir trouvé refuge le 19 octobre 2023. 3 femmes, peut-être plus depuis, ont été tuées par des snipers israéliens à l'intérieur de la Sainte Famille où ils croyaient avoir trouvé refuge. Ça, ce sont les victimes directes. Et, d'après les derniers chiffres que j'ai, mais qui sont par définition un minimum, vu que la situation de chaos, d'occultation dans la bande de Gaza défie l'entendement, au moins 21 morts indirects. Ça veut dire quoi des morts indirects? Ça veut dire des morts qui n'ont pas eu accès aux soins, des patients qui n'ont pas pu faire leur dialyse, des péritonites aiguës, tout ça ayant été évidemment aggravé par l'absence de médicaments, vu le siège, plus ou moins hermétique. Il est hermétique depuis plus d'1 mois au moment où je vous parle. Hermétique. Rien ne rentre. Pas un cachet ne rentre dans Gaza depuis 1 mois. Donc la fin de la trêve ne remonte pas à la reprise des bombardements, la fin de la trêve remonte au 2 mars à l'imposition du plus long siège sur Gaza dans la été sous blocus et sous siège pendant plus de 17 ans à des titres divers. C'est le plus long de tous les sièges.
Ça, c'est un acte de guerre absolu, parce qu'il ne fait aucune distinction, aucune, entre civil et combattant. Donc, on a une proportion qui est une proportion, malheureusement, représentative pour les chrétiens de Gaza par rapport à l'ensemble de la population de Gaza. Au moins 2% de morts directes et au moins 2% de morts indirectes. Je vous laisse appliquer cette proportion, population que vous souhaitiez, pour vous faire une idée de ce que ce carnage signifie. Alors, comment est-on arrivé à une telle horreur? Eh bien, parce que on a suivi avec constance les voies qui amenaient à une guerre sans fin, plutôt que de suivre celles qui pouvaient conduire à la paix. La paix étant infiniment plus difficile à réaliser que la guerre et nécessitant un courage beaucoup plus conséquent que la guerre. Mais il y a non seulement la question des extrémistes, et vous avez insisté sur les sionistes chrétiens, qui, à tous les moments de cette histoire, ont joué un rôle terrible, terrible. Même si la paix n'a pas plus de religion que la guerre, c'est sur la base de sa lecture de la Bible que Jimmy Carter a pu superviser et réaliser la première paix israélo-arabe entre Israël et l'Égypte. C'est lui qui a parlé des enfants d'Abraham, bien avant l'accord d'Abraham de Donald Trump, qui par ailleurs le dimanche préfère aller au golf qu'au temple. Donc, une lecture des textes sacrés peut conduire à une approche de paix, comme elle peut conduire, j'y reviendrai, à la guerre. Et donc, la paix est beaucoup plus un acte de courage que la guerre. Pas parce que la guerre c'est mal et la paix c'est chouette, mais parce que la paix c'est le seul pari sur l'avenir. On ne fait pas la paix pour soi, on fait la paix pour ses petits-enfants et ses enfants. Quant à cette guerre, je n'ose imaginer dans quel abîme elle est en train de plonger les deux peuples. Le peuple palestinien, c'est évident, et pour le peuple israélien, c'est tout aussi terrible. Donc, pourquoi en sommes-nous là? En revenant aux thèses du livre qui a été aimablement présenté, c'était un peu mon grande œuvre publiée l'an dernier, où j'ai essayé de synthétiser plus de 40 ans à suivre ce conflit régulièrement sur le terrain, à des titres divers, comme universitaire maintenant, avant comme humanitaire, comme diplomate. Il y a effectivement cette clé du sionisme chrétien. Vu que le sionisme a été chrétien avant d'être juif. Et ce sionisme chrétien, il est né dans le protestantisme anglo-saxon, au moment où il n'y avait pas encore de sionisme constitué dans le monde juif, et ce sionisme chrétien va apporter un soutien déterminant au sionisme juif quand celui-ci sera ultra minoritaire dans le monde juif, pour lui permettre de remporter ses premières victoires sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est le sionisme chrétien qui constitue le socle de la base de Donald Trump. C'est à peu près le quart de l'électorat américain et la moitié de l'électorat républicain. C'est ce sionisme chrétien, et pas du tout la communauté juive, qui soutient
des politiques bellicistes, pour ne pas dire plus, des États-Unis, sans lesquelles jamais Israël ne pourrait se permettre de telles extrémités. Alors, dans le livre, vous trouvez, j'ai publié une carte assez fascinante du révérend George Bush. Donc, très lointain ancêtre et parent de deux présidents américains du même nom, et par ailleurs professeur d'hébreu au City College de New York en 1844, quand il produit ses cartes, cette carte, dans le cadre d'un commentaire sur la prophétie d'Ézéchiel, sur les eaux secs qui vont être revivifiées. Et cette carte est fascinante, pas en tant que telle, géographiquement elle est complètement nulle, mais elle révèle très bien la vision du monde, la projection de quelqu'un qui n'a sans doute rencontré que très peu de juifs dans sa vie. Il y en a très peu à l'époque aux États-Unis, même à New York, qui n'a jamais mis les pieds en Terre Sainte, mais qui projette sa vision. Et sa vision, c'est celle d'un salut qui est intimement lié pour les chrétiens à l'accomplissement des prophéties par le peuple d'Israël. Et cette lecture des prophéties, donc cette renaissance des eaux secs d'Israël, se fait pour le révérend Bush dans un territoire vide. C'est très important. Parce que les territoires vides, dans la tête, ne sont pas forcément, excusez-moi d'être aussi explicite, vides dans la réalité. Mais pour les Américains du milieu du XIXe siècle, de la conquête de l'Ouest, c'est le cas pour leur pays. Leur pays a conquéri. Il est vide. Enfin, quand même un peu de gens. Il est vide. Pour eux, il est vide. Les gens qui ne sont là n'y ont pas leur place. Ils n'y ont pas de destin. Ils sont des obstacles. Et donc, cette carte est fascinante parce qu'elle répartit entre les 12 tribus d'Israël la Palestine de l'époque, avec des lignes droites, comme les États de l'Ouest vont être délimités dans le cadre du génocide des Indiens. Évidemment, George Bush, comme tous les vrais idéologues, n'est pas conscient des préjugés qu'il anime. Il a la foi. Mais il va construire un cadre dogmatique. Après, vous serez sûrement plus ferré que moi sur les phases suivantes. Nelson Darby, Cyrus Scofield, sur comment une certaine interprétation des Écritures, qui repose sur la croyance d'un cycle de 7 dispensations, fait que le peuple juif est investi d'une mission d'accomplissement des prophéties dans une terre vide. J'insiste, vide, parce que vide de sens. On a au même moment un Lord Shaftesbury. Il va dire une terre, une nation sans terre pour une terre sans nation, qui va être après traduit un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Mais Shaftesbury sait parfaitement qu'il y a des Arabes en Palestine. Mais ça n'est pas une nation. Faites le parallèle avec aujourd'hui. Il y a des Palestiniens, mais ce n'est pas une nation. Parce qu'une nation, comme le dirait le regretté Michel Rocard, elle a des droits comme nation. Droit à l'autodétermination. Donc, cette terre est vide. Les Palestiniens n'ont pas de sens, pas de signification.
Ce sont des bédouins. Ils n'ont pas de culture. Ils pillent, ils ravagent, et tous les clichés qu'il y a à l'époque dans la littérature orientaliste. Clichés dont on peut malheureusement regretter qu'un certain nombre de missionnaires, pas tous protestants, je dis tout de suite, aient été les relais. Parce que leur population cible accréditait de tels clichés. Donc, on a cette idée que les prophéties doivent s'accomplir, et, pour faire simple, on n'est pas du tout dans le philosémitisme. Les Juifs doivent accomplir leur destin, et après, ils disparaissent. Ils disparaissent, au sens propre. 2 tiers sont massacrés, et le tiers survivant ne devra son salut qu'à la conversion au Christ. On a connu quand même un peu plus philosémite que ça. Mais ça doit s'accomplir. Et ce qui est important, c'est que les Juifs doivent l'accomplir, le bon croyant doit les soutenir inconditionnellement. Il ne doit pas faire la guerre pour eux. Il doit leur donner tous les moyens de gagner la guerre jusqu'à l'Armageddon, fin des temps, et à la restauration du royaume de Dieu. Alors, pour les spécialistes des Écritures dont je ne suis pas, le grand tournant se fait avec la Bible de Scofield, quand Cyrus Scofield, Cyrus, c'est pas rien, c'est-à-dire vous savez la référence, beaucoup des auditoires n'ont pas forcément. Donc, c'est l'idée que, quand on fait ça, on participe comme l'empereur perse Cyrus au retour du peuple juif sur sa terre. Et même que Cyrus avait permis la construction du second temple, on permettra la construction du 3e. Évidemment que dans l'intervalle, il y a eu Saint-Sépulcre, l'escalade des mosquées, tout ça ne sont que poussière au regard de l'accomplissement des prophéties. Et donc, ce que fait Scofield, c'est qu'il incorpore son commentaire au texte sacré. Donc il est pratiquement impossible, sauf avoir des talents d'exégète déjà avancés, de faire la distinction entre le texte et le commentaire, qui est la base de toute approche intellectuelle. Donc ce qui est écrit à côté va devenir aussi un acte de foi. Et les télévangélistes qui sévissent aujourd'hui aux États-Unis, il paraît qu'il y en a même qui font des incursions en France et ailleurs, eh bien, la lecture littérale n'est pas que la lecture littérale du texte sacré, c'est aussi la lecture littérale des commentaires. On va banaliser. Donc, le mouvement sioniste, dans son acception courante, c'est-à-dire le sionisme juif, est né, comme vous le savez, en 1897 au congrès de Bâle, à l'initiative de Theodor Herzl, qui avait publié l'année précédente l'État des Juifs, pas l'État juif, Judenstaat, l'État des Juifs, publié en allemand. Le congrès devait se tenir à Munich, mais les rabbins de Munich ont refusé. Pour dire à quel point le sionisme n'était pas, excusez-moi l'expression, en odeur de sainteté. C'est pourquoi le congrès fondateur se tient à Bâle, en Suisse. Il y a déjà des observateurs chrétiens. Et Herzl salue les sionistes chrétiens qui sont présents. Et de fait, son mouvement va rester, bon, Herzl meurt en 1904, mais le mouvement sioniste va rester très minoritaire. Après des choix stratégiques qui s'avèrent tous erronés.
Le premier misait sur l'Empire ottoman pour permettre une colonisation juive de la Palestine. Le deuxième misait sur l'Empire allemand pour favoriser la même entreprise. En 1898, Guillaume II fait une tournée triomphale au Moyen-Orient, parce que l'Allemagne est alors le plus grand allié de l'Empire ottoman. Elle n'a pas de prétention coloniale. Il va à Constantinople, il va à Damas, il va à Jérusalem, où on brise une partie de la muraille pour permettre à son carrosse d'entrer et permettre à Guillaume II d'inaugurer l'église luthérienne, dont le clocher est plus élevé que celui du Saint-Sépulcre. Ça ne marche pas. Donc finalement, après la mort de Herzl, la concentration des efforts du mouvement sioniste sous l'autorité d'un militant de génie, par ailleurs chimiste de génie, Chaim Weizmann, va se concentrer sur l'Angleterre et va se développer pendant la Première Guerre mondiale avec une approche très militante de Weizmann auprès des sionistes chrétiens. En 1917, on estime que le gouvernement britannique compte 7 sur ses 10 membres qui sont sionistes chrétiens. L'un d'eux, le ministre des Affaires étrangères, Arthur Balfour, se revendique sioniste publiquement. Et ce sont ces ministres, et c'est ce ministre qui va donner son nom à la déclaration de Balfour, ce qui me paraît mieux traduit en arabe, Wa'ad Balfour, la promesse de Balfour, qui est en fait donc en 1917 l'engagement du gouvernement britannique à l'établissement, je cite de mémoire, d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. À l'époque, il y a moins de 10% de juifs en Palestine, et ils sont loin d'être tous sionistes. Il y a ce qu'on appelle le vieux Yishuv d'une population qui, elle, avait la nationalité ottomane. Et quant aux 90% arabes, eh bien, on ne les mentionne que de manière négative. Ce sont les communautés non juives. Et les communautés non juives se voient reconnaître des droits civils et religieux. Donc pas de droits politiques, pas de droits nationaux. Vous voyez, une terre vide, vide de sens, vide de nation. Il y a un peuple qui a des droits nationaux, même s'il est ultra minoritaire, même s'il ne possède que quelques pourcents de la terre de Palestine, c'est lui qui a des droits nationaux. Ça, c'est le produit direct de l'imprégnation sioniste chrétienne et telle qu'elle a été encouragée par le conservatisme sioniste juif. Pour vous donner un ordre de grandeur du caractère ultra-minoritaire du sionisme dans le monde juif à l'époque, il y a à peu près 3 millions de juifs aux États-Unis, il y en a 15 000 qui sont engagés dans le mouvement sioniste. À Londres, le seul ministre qui s'oppose à l'adoption de la déclaration Balfour par son gouvernement est le seul ministre juif du cabinet, Edwin Montagu. Donc, on voit à ce moment clé le sionisme chrétien qui va contribuer à cette négation du peuple palestinien. Mais on voit aussi que, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, au moment de la déclaration Balfour, la Grande-Bretagne n'est pas en Palestine. Elle n'y est pas encore parce qu'elle piétine aux portes de Gaza, déjà. Gaza, c'est la clé de la Palestine dans tous les sens. Et donc, ce n'est qu'après la déclaration Balfour qu'effectivement l'Angleterre s'empare de la Palestine, entre autres, elle s'empare de l'ensemble du Moyen-Orient ottoman, et impose son administration militaire sur la Palestine, et impose
une structure qui est totalement nouvelle, qui n'existait qu'au temps des croisés, qui est la centralité de Jérusalem comme capitale. Et Jérusalem n'a jamais été une capitale pendant plus d'un millénaire de différents régimes musulmans. Elle n'est capitale qu'avec les croisés et qu'avec les Britanniques, qui instaurent du coup une structure pyramidale. Donc la Palestine était totalement étrangère. Alors, la Grande-Bretagne comme la France, d'ailleurs, les deux empires coloniaux, les deux souviennent de se partager le Moyen-Orient, ont un grand souci, c'est que le président américain Wilson veut reconfigurer l'ordre international sur la base d'une société des nations qui garantit le droit à l'autodétermination des peuples, notamment des peuples de l'Empire ottoman. Par chance, le parallèle avec l'actualité immédiate est évidemment bienvenu. L'Amérique est traversée d'une vague d'isolationnisme qui va avoir deux impacts immédiats considérables pour le Moyen-Orient et pour l'Europe. Le premier, c'est que le Sénat vote contre l'entrée dans la Société des Nations, ce qui laisse les mains libres à la France et à la Grande-Bretagne pour leurs tripatouillages coloniaux au Moyen-Orient. Et le deuxième, c'est que cette Amérique gagnée par la Red Scare, la peur du rouge, va être marquée par une vague d'antisémitisme sans précédent, que juifs, bolcheviques, révolutionnaires, anarchistes, tout ça est associé par la propagande de ce qu'on qualifierait de MAGA aujourd'hui, et que donc on va fermer les portes à l'immigration. Or, la vraie terre sainte, la vraie terre promise plutôt, pour les juifs jusqu'à présent, c'était l'Amérique. Sur 2 millions de juifs qui avaient fui l'Empire russe face au pogrom, eh bien, 95% au moins étaient allés en Amérique du Nord, et un tout petit filet de militants convaincus étaient allés en Palestine. Et d'ailleurs, il n'y était pas forcément resté. L'auteur de l'actuel hymne israélien, Naftali Imbert, est mort aux États-Unis parce qu'il n'avait pas pu s'adapter pleinement à la terre de Palestine. Donc, là, je vais aller un peu plus vite, mais il faut avoir ses fondements. Parce que les sionistes chrétiens, à partir du moment où on parle de la gestion concrète de la Palestine, il n'y a plus personne. Ce qu'ils savent faire, c'est la Côte d'Azur au Moyen-Orient. Ça, ils savent. Mais la gestion concrète, c'est pour les Juifs. Et donc, quand les Britanniques vont imposer leur mandat sur la Palestine, soudain, il n'y aura plus de sionistes chrétiens. Parce qu'on est face à une réalité concrète qu'il faut gérer. Et on voit bien que tout ce qu'il y a dans la Bible de Scofield et ailleurs n'est d'aucune utilité. Il y aura quelques militants, il y aura quelques bouts de feu qui vont aider d'autres bouts de feu au sein du mouvement sioniste. La gestion elle-même, ce sera une gestion d'empire totalement biaisée en faveur des sionistes juifs, mais qui ne sera pas de l'ordre du sionisme chrétien. Donc cette gestion d'empire, elle voit très bien qu'elle a un problème qui est toujours là, depuis plus d'un siècle. Il y a deux peuples sur la même terre. À l'époque, c'était 90%, 10%. Aujourd'hui, c'est moitié-moitié. Il y a 7 millions de juifs, 7 millions d'arabes sur la terre de ce qui était la Palestine mandataire. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait avec deux peuples? La question est très simple. Et la réponse l'est tout autant, jusqu'à aujourd'hui. Soit il y a un même État, soit il y a deux États. Sauf qu'il y a deux peuples. Donc, un État binational. Alors, ceux qui préfèrent lire de loin, on peut se confronter à la réalité, disent « Ah oui, l'État binational avec égalité des droits, ça, ce serait vraiment formidable. » Oui, ce serait peut-être formidable, mais je ne sais pas sur quelle terre, dans quelle planète. De toute façon, le peuple juif
et l'histoire ont tranché, le sionisme a gagné, en tout cas il a gagné, jusqu'à la fondation de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'il s'est incarné dans cet État d'Israël. Et c'est certainement pas pour le dissoudre demain dans je ne sais quel État. C'est le colonel Kadhafi, qui est rarement cité par les tenants de l'État national, qui voulait que la Ligue arabe soutienne Israti. Israti. Et une fois, j'étais diplomate, j'étais en mission à Amman, avait cassé la figure du chef du protocole jordanien au cours d'un sommet parce qu'il ne pouvait pas présenter Israti. Soyons sérieux. Il n'y aura pas d'Israti, il n'y aura pas ce qu'on veut. En revanche, il peut y avoir un État binational où un peuple opprime un autre. Ça, oui. Et on voit que ça se rapproche assez dangereusement de l'injustice actuelle. L'idée que dans un État binational il y ait la même égalité, je ne connais pas, même en Bosnie, on voit que c'est compliqué. Donc l'alternative est ça. Soit l'État binational, soit les deux États. Les Britanniques ont prôné la partition en 1937, ils sont revenus à l'État binational en 1949, et puis tout leur a explosé à la figure, pour les raisons que vous imaginez, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont transféré aux Nations Unies, qui, elles, se sont prononcées en faveur de la partition entre un État juif et un État juif. À l'époque, les juifs c'était un tiers de la population, il y avait quand même 55% de terre, et il y avait surtout une minorité arabe importante dans l'État juif. Donc, pour ces différentes raisons, les Arabes ont refusé la partition. Mais, aux États-Unis, un sioniste chrétien, Harold Truman, joue un rôle déterminant en prenant le contre-pied des positions très réalistes, très construites, très laïques de Franklin Roosevelt, à qui il a succédé sans être élu, vu qu'il était son vice-président en 1945. Truman est un pur produit de la Bible Belt. Il vient du Missouri. Et les diplomates, les généraux qui sont confiés à discuter avec lui de la situation au Moyen-Orient sont assez troublés par les références bibliques qu'il aligne régulièrement. Parce que Truman a une ambition. Il veut être le nouveau Cyrus. Alors, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Des Cyrus, il y en a. Des Cyrus, des candidats à la Cyrusitude, il y en a quelques-uns. Au point que, quand il aura quitté la Maison-Blanche, et qu'il sera reçu dans une synagogue de Manhattan, et que le rabbin le couvre d'éloges en disant l'homme qui a permis la création qui a favorisé la création de l'État d'Israël, Truman, c'est bien dit, favorisé. Je suis Cyrus. Je suis, il le dit 2 fois, sinon je le répéterai pas. Donc, à l'époque, l'adoption du plan de partition va tout sauf de soi. Aujourd'hui, on se dit, bon, c'était voté, les États-Unis vont mettre une pression terrible sur leurs alliés. Bon, il y a les Fers, Cuba, les Philippines, qui ne peuvent pas dire. Il y en a d'autres. Donc ça va être déterminant. Et puis après, il y aura évidemment la reconnaissance de l'État d'Israël, qui sera reconnue quelques heures après sa proclamation. Alors, quand même, pour vous détendre un peu, je ne sais pas, avec le conspirationnisme auquel je suis confronté régulièrement, dans certains milieux, on dit oui, d'ailleurs, Truman a reconnu l'État d'Israël avant qu'il soit proclamé. C'est le décalage horaire. Il a été rapide, il n'est pas si rapide que ça. Mais voilà, ah oui, la preuve à Israël, c'est grâce avec tout ce qui va bien. Donc, on a un rôle des sionistes chrétiens qui est déterminant. Mais le plus déterminant,
déterminante, ce sera quand ces sionistes chrétiens, je vous fais très court leur histoire, vont se mobiliser contre un des leurs à la Maison-Blanche, contre quelqu'un qui a une lecture de la Bible qui va en faveur de la paix et non de la guerre éternelle jusqu'à l'accomplissement des prophéties. Ça va arriver 2 fois. La première fois, c'est Jimmy Carter. Comme je vous le dis, Jimmy Carter, son livre de chevet, c'est la Bible. Moi, des fils d'Abraham, vous me permettrez, comme historien, de ne pas y souscrire littéralement. Mais c'est une belle idée, si on veut le réconcilier. Si on veut le réconcilier. Et c'est ce que va faire Carter, avec l'administration très compétente, très professionnelle. Il faut savoir que le traité israélo-égyptien de Camp David a été négocié à Camp David. Il faut imaginer, alors que les 3 chefs, les 3 dirigeants, donc le Premier ministre israélien Menachem Begin, le président égyptien Anwar Sadat et Jimmy Carter, étaient isolés du monde pendant 13 jours. Quand on veut la paix, il faut couper le portable. Il ne faut pas faire de tout. Il ne faut pas faire de point de presse. Quand on fait la paix, il faut bosser. 23 brouillons avant d'arriver au texte définitif. Ça, c'est du travail. La paix, c'est terrible. La paix, ça fatigue. La paix, ça épuise. Un des médiateurs de l'accord d'Oslo était champion de Norvège de ski nordique. Il est mort d'une crise cardiaque 2 ans après. Il n'y a que moi qui fais le lien. Donc, ça veut dire des concessions territoriales. Les sionistes chrétiens hurlent. Comment diviser la terre que Dieu a offerte au peuple? Parce que comme chacun sait, Dieu connaît la définition en 1920 de la frontière entre le Liban et Israël. Il connaît tout ça. Il a veillé à tout ça. Il sait que la frontière passe au milieu de la ville de Rafah. Il sait tout ça. Il ne faut faire aucune concession territoriale. Donc vous allez avoir la moral majority qui va se mobiliser autour du pasteur Jerry Falwell et qui va largement contribuer à ce que Carter soit vaincu au bout d'un seul mandat face à Ronald Reagan. Et là, vous allez avoir Bill Clinton qui va être élu contre George Herbert Bush en 1992, qui va donc rester à la Maison-Blanche de 1993 à 2001. Alors, la différence de Jimmy Carter, c'est pas un gros bosseur. Ça se sent. Le processus de paix aurait dû être vraiment entretenu. Va en fait dériver, parce qu'il n'y a pas de direction américaine claire. En revanche, face à lui, il y aura ce qui va s'appeler la Christian Coalition. Là, c'est le Pat Robertson, le prêcheur en chef. Il y en a d'autres qui vont mener la croisade, ils appellent comme ça, contre les concessions territoriales, et donc non seulement contre Bill Clinton, mais contre Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin qui a osé diviser la terre d'Israël. Et donc, on va voir un politicien à la fois ambitieux, très talentueux, Benjamin Netanyahu, qui ne supporte pas les juifs américains. Il a passé la moitié des 40 premières années de sa vie aux États-Unis. Il parle américain avec l'accent de Boston, ou de Philly, de Philadelphia, les 2 villes où il a grandi. Et pour lui, c'est juif américain, libéral, progressiste, pacifiste. C'est insupportable. Les sionistes chrétiens, c'est bien. Le prêcheur parle, les autres votent. Ça, c'est bien. C'est du solide. Et donc, ce qu'on appelle le lobby pro-israélien va devenir, sous la pression des sionistes chrétiens,
chrétiens un lobby pro-occupation, pro-colonisation et anti-paix. Pro-Likoud, mais encore plus profond. Je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le Likoud. Donc, Yitzhak Rabin, dirigeant travailliste, le général le plus décoré de l'armée israélienne, héros en 48, héros en 56, héros en 67, qui a déjà été Premier ministre, qui a été ambassadeur à Washington, ministre de la Défense, chef d'état-major, eh bien, il va être attaqué comme s'il était un suppôt des, entre guillemets, terroristes. Et donc, qu'est-ce que vont faire les sionistes chrétiens pour vraiment compliquer la tâche d'Yitzhak Rabin qui n'avait pas besoin de ça, parce que la paix c'est dur, je vais rappeler, la paix c'est beaucoup plus difficile que la paix. Eh bien, ils vont célébrer, alors là je ne sais pas quel était leur historien, le 3 millième anniversaire de l'entrée de David dans Jérusalem. Comme par hasard, au moment où on négocie ce qu'on appelle Oslo 2, c'est-à-dire les accords qui vont retirer l'armée israélienne d'une grande partie de la Cisjordanie, ce que les fanatiques appellent le Judée-Samarie. Et donc, on va, c'est Bob Dole, sénateur républicain, qui a échoué contre Bill Clinton, qui va porter cette résolution de Jérusalem unifiée, capitale d'Israël, et du déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Donc, il n'y avait pas vraiment d'urgence. Ce qu'il fallait, c'était compliquer la tâche de Rabin. Donc moi, je connaissais bien l'ambassadeur de Rabin à Washington, Itamar Rabinovitch, collègue historien, qui me disait que vraiment, sa tâche était cauchemardesque, parce qu'il devait passer, voir les membres du Congrès, en leur disant « Israël vous demande de voter cette aide à l'autorité palestinienne, cette contribution. » Ah, mais le lobby nous a dit que non. Il est obligé de dire « Mais c'est moi l'ambassadeur d'Israël. » Quand Yitzhak Rabin est tué par un terroriste juif, après une campagne de haine menée par Netanyahou, dans les meetings où on appelait à mettre Rabin à mort, et où Netanyahou ne disait pas cela, mais il restait à la tribune sans faire aucun signe de désapprobation, des prêcheurs aux États-Unis diront que Dieu s'est vengé de celui qui avait voulu diviser sa terre et que Yigal Amir, le terroriste, n'était que l'instrument de cette justice divine. Donc, les sionistes chrétiens ne sont pas pro-Israël, ils ne sont certainement pas philosémites, qu'ils ont pu célébrer, même indirectement, la mort d'un Premier ministre israélien. Donc la suite, vous la connaissez comme moi, c'est que la mort de Rabin a porté un coup terrible au processus de paix israélo-palestinien, qui n'avait pas encore atteint la maturation d'une solution à deux États. Elle n'était pas dans les accords d'Oslo, elle n'était à aucun moment l'aspiration des Palestiniens, mais jamais Rabin n'a jamais prononcé le mot d'État palestinien. Rabin est pragmatique, ce qui voulait dire sortir l'armée israélienne du broquet de César, et ensuite avancer. La grande faille, donc les accords d'Oslo, ce sont ces accords signés dans la capitale norvégienne, secrètement, la paix, moins on la médiatise, mieux on y arrive. Secrètement. Et il y a deux accords d'Oslo. Il y en a un, vous pouvez le jeter à la poubelle, aux poubelles de l'histoire, dans toutes les poubelles que vous voulez. C'est l'accord qui crée l'autorité palestinienne. Pourquoi? Parce que c'est un accord intérimaire. Or, les peuples israéliens et palestiniens ont besoin de la paix demain et si possible aujourd'hui, pas à l'issue d'une période intérimaire. L'idée, je me rappelle, alors moi je connaissais déjà assez le dossier pour dire, bon, j'espère que vous y arriverez.
oui, il faut qu'Israéliens et Palestiniens apprennent à se connaître. Plus ils se connaîtront, plus ils s'apprécieront, plus ils voudront travailler et vivre ensemble. Non. Il faut les séparer pour éviter qu'ils se fassent plus de mal qu'ils ne se sont déjà fait et pour éviter qu'une période intérimaire n'enterre la paix, ce qui est exactement ce qui s'est passé. En revanche, le premier des accords d'Oslo, c'est la seule boussole qui peut nous sortir du bain de sang, qui va s'aggraver. On n'a pas encore vu le pire, si on continue comme ça. Donc, cette boussole, elle est très simple. C'est quoi le premier accord? Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, en la présence de Yitzhak Rabin, Premier ministre d'Israël, de Yasser Arafat, chef de l'OLP, accomplissent leur reconnaissance mutuelle et simultanée. Le nationalisme de chacun des deux peuples reconnaît la légitimité de l'autre. À partir de là, tout est possible. Et comme on voit, ça peut arriver à un État binational dont la probabilité de mise en œuvre est asymptotique à zéro, même si mon mathématicien de fils me dit ça ne veut rien dire asymptotique à zéro, mais ça sonne quand même très bien. Et l'autre, ben, ce sont les deux États. Et les deux États, le seul problème avec la paix au Moyen-Orient, c'est qu'on ne l'a jamais vraiment cherché. Parce que la paix, c'est du travail, à part ça du travail, à part ça du travail, et ensuite du travail. Carter était un bosseur, Clinton était un dilettante, et Clinton se réveille à la fin de son deuxième mandat, le deuxième sommet de Camp David, mais qui est une caricature du premier. C'est pas préparé, Arafat ne veut pas y aller parce qu'il sait qu'on va évidemment lui mettre tout sur le dos. Le Premier ministre Ehud Barak pense, comparé à Rabin, parce qu'il est général et travailliste, il n'est pas du tout un Rabin, c'est un partisan des faits accomplis. Il considère qu'il faut faire la paix avec la Syrie, parce que la Syrie est un État. Avec les Palestiniens, on peut se mettre d'accord sur uniquement des arrangements intermédiaires, et Israël définira unilatéralement ses besoins de sécurité. Donc, le sommet de Camp David échoue, comme c'était malheureusement prévisible, et on va vers la reprise du conflit avec ce qu'on a appelé la deuxième intifada. Mais à ce moment-là, les gens commencent à négocier sérieusement. Et ça fait vraiment mal au ventre quand on est, comme moi, un ancien diplomate, voir qu'il aurait, peut-être que si on avait négocié cela un an plus tôt, on aurait pu éviter la question. Il y a beaucoup d'autres occasions qui ont été perdues. Mais l'idée, c'est qu'on est arrivé malgré tout à un cadre général d'une solution à deux États sur des principes qui sont simples, qui est que la base, c'est les frontières de 1967, donc avant l'occupation de Jérusalem, de la Cisjordanie et de Gaza, ce qu'on appelle au singulier le territoire palestinien occupé dans les textes de l'ONU. Et que, comme évidemment il y a la colonisation, on fera des compensations territoriales, c'est-à-dire que les blocs de colonie sont annexés à Israël, mais que les Palestiniens récupéreront l'équivalent de ces territoires au profit de leur futur État. Et alors après on peut passer toutes les questions, on avait trouvé des réponses. Quand on veut négocier, on peut. Sauf que la négociation, c'est un compromis. Ça veut dire qu'aucun des deux ne peut avoir l'ensemble de ce qui soit. Et que tout ça, c'est encore effondré sous le coup de cette deuxième intifada, mais aussi avec la montée en puissance de la coalition chrétienne, qui s'est aggravée sous George W. Bush, d'une véritable campagne raciste,
de la part de ces sionistes chrétiens sur le thème de l'antéchrist musulman, le 11 septembre, la guerre globale contre la terreur. Et il y a un moment où il faut choisir. Soit on veut aller vers la paix, et la paix c'est un compromis territorial, sur des bases qui ont pu être discutées et qui devront évidemment être mises à jour à l'instant où cette paix sera conclue. Il ne pourra l'être que par la mobilisation des amis authentiques des deux peuples. Les amis authentiques des deux peuples, ce n'est pas ceux qui sont prêts à se battre jusqu'au dernier Israélien, jusqu'au dernier Palestinien. C'est ceux qui, en revanche, sont prêts à les contenir, à les retenir, pour éviter que la violence les absorbe les deux. Soit on considère que, et c'est quand même dans l'air du temps au moins depuis le 11 septembre, qu'il faut vaincre le terrorisme, avec un grand terme. Là aussi, comme historien, le terrorisme, il y a quelques bibliothèques qui ont été écrites à ce sujet, mais je citerai juste un amiral américain de mes amis, qui m'a dit, moi je ne peux pas vaincre le terrorisme, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a vaincu le Japon, pas les kamikazes. On ne combat pas une technique de guerre. On combat un ennemi. Donc c'est quoi l'ennemi? Donc, si on dit « Ah, il faut vaincre le terrorisme », alors ça, c'est la guerre sans fin. Hein, c'est la guerre sans fin. Et c'est évidemment, comme le 7 octobre 2023 l'a prouvé, la possibilité que l'absence de paix nourrisse des terroristes, alors là, pour le coup, encore plus meurtriers, encore plus violents, encore plus extrêmes que ceux qu'on a connus ailleurs, et comme le pire massacre qu'a connu Israël de son histoire. Donc, là aussi, hein, désolé de faire un peu, soit c'est binational, soit c'est des États, mais soit on veut la paix, mais ça veut dire, comme on dit en sciences sociales, un paradigme totalement différent, soit on dit, ah ben il faut combattre le terrorisme. Le regretté Yitzhak Rabin était très clair. Il faut faire la paix et négocier comme s'il n'y avait pas de terrorisme. Il faut combattre le terrorisme et il n'y a pas de négociation. L'idée étant que, quand la paix est conclue, c'est aux partenaires de l'accord de paix de prévenir le terrorisme et non pas à Israël de continuer d'intervenir et de déstabiliser un partenaire qui est déjà très faible. Donc, nous en sommes là, dans la catastrophe actuelle, que je ne vais pas commenter parce que j'arrive au bout de mon heure de présentation, mais je pense qu'elle suscitera peut-être des interrogations de votre part. Que la paix paraisse aussi compromise ne change rien au fait qu'elle est la seule issue d'avenir. Ça, moi je le dis comme historien, on peut dire de bien d'autres points de vue qui sont tous aussi légitimes. Mais les deux peuples ont besoin d'amis réels. Les Israéliens n'ont certainement pas besoin de sionistes chrétiens ou d'autres guerriers en canapé qui les encouragent à violer toutes les normes d'un droit international sur lequel Israël a pourtant été fondé et dont Israël aura le plus grand besoin le jour où le rapport de force, et ce jour est inévitable, se retournera contre l'État. Rien n'est éternel, nulle part, et sûrement pas au Moyen-Orient. Et c'est la même chose évidemment pour les Palestiniens, parce que dans toute la catastrophe qu'ils vivent, et je
pourrait aussi la détailler, il y a une responsabilité terrible de la direction palestinienne, quelle qu'elle soit. Le Hamas, évidemment, parce qu'en perpétrant les horreurs du 7 octobre 2023, il a ruiné des décennies de mobilisation palestinienne pour la reconnaissance des droits de ce peuple et pour l'émanciper du stigmate terroriste qui lui était associé depuis les années 70. Ça avait été l'œuvre d'Arafat, ça lui avait coûté beaucoup, mais il y était arrivé parce qu'il était un chef pour l'ensemble de son peuple. On voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de leaders palestiniens. Il y a des chefs de boutique. C'est vrai pour le Hamas, et je pourrais dire à quel point le Hamas fait régner sa terreur sur la population de Gaza, mais c'est vrai aussi pour l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, octogénaire, qui en 2021 avait enfin accepté de passer la main alors qu'il a été élu en 2005 et que son mandat est donc échu et obsolète depuis plus d'une décennie. Il ne se représentait pas au présidentiel, le Hamas ne présentait pas de candidat et il y avait des élections législatives. Le Hamas aurait été balayé à Gaza, dans les urnes. Abbas a repoussé ces élections et les États-Unis et l'Union européenne ont été soulagés parce que nos démocraties occidentales ont peur quand les Arabes votent, ont peur quand les Palestiniens votent. Et donc, au lieu d'avoir renversé le Hamas par les urnes, nous en sommes maintenant dans cette catastrophe où Abbas n'a pas fait un geste concret pour montrer qu'il était capable de prendre en charge la bande de Gaza. Rien. Donc, les deux peuples ont besoin de l'aide, mais le peuple palestinien, sans doute encore plus, d'abord du fait qu'on a passé la barre des 50 000 morts, ça fait des chiffres ronds, 2 millions d'habitants, 50 000 morts. Il y a 2,5% de morts directes, hein. Je ne parle pas des morts indirectes, hein. C'est à peu près équivalent. Mais ça veut dire aussi que cette direction palestinienne, elle a failli. Elle a failli. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire du mouvement palestinien. Qui est liée à une question de factionnalisme qui est terrible. Donc pour l'instant, ce sont les Palestiniens qui sont effectivement dans un état qui sont acculés. On peut utiliser des termes, la curée, la lamie, que sais-je. Ce ne sont pas des termes qui devraient s'appliquer à des êtres humains. Mais la direction palestinienne a été absente, c'est-à-dire complice d'une telle dégradation. Donc on en est là, mais, je répète en conclusion, ça ne change rien à l'absence d'alternative à la paix, sauf à présager pour les deux peuples un avenir très, très lourd de violence et de sang. Merci de votre attention. Ma question, finalement, c'est est-ce si important que ça, cette pression ou cette influence d'un sionisme chrétien, et c'est pas plutôt la question du sionisme tout court, c'est-à-dire le fait de donner à une nation juive le fait de s'installer dans un endroit et de piquer la terre à d'autres, finalement. Et je voulais faire le lien avec ce qu'on avait vu hier, où on était dans les témoignages, on a eu un membre des guerrières de la paix, et là vous avez placé le travail au niveau de la diplomatie et de la séparation claire des deux États. Hier, on était dans un mouvement qui cherche justement à aller à la rencontre de l'autre, de voir le visage de l'autre, de connaître l'autre. Est-ce que
c'est l'un ou l'autre, ou est-ce que c'est le mouvement, c'est cette ONG, ces initiatives peuvent soutenir les efforts diplomatiques pour chercher une solution? Sauf erreur, vous avez parlé aux plus anciens de milieu du 19e, en rappelant que le pays était un pays occupé par la population locale. En fait, ce peuple qu'on qualifie de palestinien, c'est ethniquement le même peuple que le peuple juif, séfarade. Bien. Donc après cette leçon de non-histoire, parce que l'histoire c'est historique, et l'ethnie dans l'histoire, excusez-moi d'avoir les plus grands doutes sur la permanence d'une ethnie dans une partie du monde qui a été une des plus ouvertes au brassage, pour des raisons positives ou négatives, comme tous les brassages de population. Moi, je ne sais pas si vous en êtes friand, mais je n'aime pas les tests ADN. Je pense que ça ne révèle rien d'autre que ce que cherche la personne qui les fait. Donc l'ethnie, moi je ne connais pas. Je ne connais pas. Je connais les peuples qui se reconnaissent comme peuples. Être arabe, ce n'est pas une question de sang, ce n'est pas une question d'ethnie, c'est une question d'identité. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec les deux catégories précédentes. Alors c'est intéressant parce que la thèse que vous venez de développer est celle du jeune Ben Gurion, qui disait ah mais la population de Palestine évidemment elle n'est pas arabe, parce que bizarrement quand même ça lui posait problème. Ah ben ce sont des descendants des Juifs. Vu la façon dont les dits descendants des Juifs ont été traités par Ben Gurion, on peut s'interroger sur la cohérence de sa pensée. D'ailleurs, il n'en a plus du tout parlé une fois qu'il a acquis des responsabilités en Palestine. Donc, la population de Palestine au XIXe siècle, elle est arabe. Mais c'est une réalité tellement aveuglante qu'effectivement tous les pouvoirs coloniaux l'ont nié. Parce que si on reconnaît un peuple sur une terre, effectivement, à un moment, on va peut-être lui reconnaître aussi ses droits. Donc voilà, j'ai trouvé même au XVIIe siècle une fatwa d'un religieux de Lod, je me tourne vers Joseph Meyer, que sa famille en est originaire, avant d'aller à Jérusalem, qui disait Philistine Bilad, la Palestine est notre pays. Donc les identités, et c'est pas en France qu'on a le contraire, quand on voit le processus plus ou moins laborieux de construction de l'identité nationale, les identités sont des processus. Et donc, les Palestiniens, c'est-à-dire les habitants d'une province qui n'était même pas identifiée comme telle sous les Ottomans, il y avait 200 Jacques, plus Jérusalem qui était rattaché directement à Constantinople, eh bien, ils se considéraient comme arabes. Voilà. Et puis, pourquoi? Parce qu'évidemment, l'identité, c'est aussi dans la confrontation, et bien, ils considéraient les Ottomans comme des Turcs, même quand ils participaient au système ottoman. Donc, on en est là. Et puis, à supposer qu'il y ait eu des débats, ça a été tranché très clairement à l'issue de la Première Guerre mondiale, quand effectivement le sionisme a obtenu la victoire historique de la déclaration de Balfour, et il y a eu le congrès fondateur du nationalisme palestinien, qui s'est tenu en 1919 au nom d'un peuple arabe de Palestine. Donc il y a un peuple, on peut tout faire sauf parler à leur place. Voilà. Quand on parle à leur place, généralement, c'est qu'on n'en parle pas que du bien. Donc, les Arabes de Palestine prennent
Moi, j'en ai fait toutes des pages entières pour expliquer que c'est une identité construite, qu'elle a une part d'artificiel, qu'elle se cherche des références historiques qui ne sont pas toujours appropriées, qu'on va trouver des ancêtres symboliques, effectivement, de la péninsule arabique, ce qui n'a aucun sens du point de vue de la démographie locale. Et alors, c'est comme ça qu'on construit des identités nationales. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la déclaration Balfour, le mot arabe n'apparaît pas, et que c'est peut-être là le début du problème. Et qu'un siècle plus tard, quand Trump fait sa déclaration Balfour à lui, sans s'en rendre compte, c'est pratiquement un siècle jour pour jour. Comme quoi, la ruse de l'histoire, comme dirait le camarade Hegel. Eh bien, quand il fait sa déclaration de reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, il n'y a pas le mot arabe. Il n'y a pas le mot arabe. Et comme dans la déclaration Balfour, il y a la liberté de culte. On a les droits religieux, donc tout va très bien, chacun pourra aller à la mosquée, à l'église ou à la synagogue, mais il n'y a pas de droit national. Et Jérusalem n'est pas considéré comme un symbole national pour les Palestiniens, il ne l'est que pour le peuple juif. Voilà. Comme ça, on est dans des choses assez carrées. Donc, du point de vue d'Israël, il y a à la fois une reconnaissance par Ben Gurion, le même Ben Gurion qui disait au début, quand il cherchait des arguments, il tâtonnait, le nationalisme qui se construit, que ce soit le nationalisme juif ou le nationalisme palestinien, au début il tâtonne. Donc voilà, il a dit, au fond, c'est les descendants des Juifs de Palestine, et puis ça, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas vraiment. Donc la déclaration d'indépendance, il y a clairement une reconnaissance des Arabes comme l'autre peuple qui, avec le peuple juif, participera au nouvel État d'Israël. D'où le bilinguisme. Pour ceux qui sont allés en Israël, tout est bilingue, voire trilingue en anglais, pour les attentions routières. Donc, et ça, c'est quelque chose sur lequel Netanyahou est revenu en 2018 avec la déclaration, avec la loi fondamentale, donc c'est pas une constitution en Israël, donc c'est une loi à valeur constitutionnelle sur Israël comme État-nation du peuple juif. Point. Et puis, on ne sait pas très bien ce qu'il en est. Donc, du coup, de nouveau, il n'y a plus d'arabes, il y a des druzes, des chrétiens, des musulmans, éventuellement des bédouins. On découpe en tranches. Mais ça, c'est aussi vieux que les dominations d'un peuple sur un autre. Donc, l'identité arabe, qui est linguistique, culturelle, valeur ethnique, le sang arabe, je ne connais pas. Et on pourrait dire ça avec d'autres sangs. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, donc je continue dans l'histoire, je reviens un peu plus frais, c'est-à-dire il y a un siècle. Là encore, le sionisme au début tâtonne, c'est normal. C'est un mouvement qui est quand même fondé sur un volontarisme très idéologique, donc qui se heurte aux réalités. Et comme je dis, ils essayent avec les Ottomans, ils essayent avec l'Empire allemand, ça ne marche pas. Donc ils se tournent vers les Britanniques, et à ce moment-là, on est plutôt dans l'idée, on va aller s'implanter. Alors en fait, l'Ouganda, c'est le Kenya actuel, c'est l'ouest, excusez-moi, du Kenya actuel. Donc voilà, il y a des terres fertiles, on va pouvoir en profiter, on va aussi parler de l'Argentine, mais ça, on tâtonne, et puis Herzl meurt, et comme dans tous les processus historiques, il faut que le fondateur meure pour que le mouvement se trouve. C'est comme ça. C'est la chose pour les fondateurs, mais c'est comme ça. C'est juste un contre-exemple. Donc, et après sa mort, eh bien, l'hérésie, si je veux dire, de l'Ouganda est balayée. Et on ne parle plus du tout. C'est d'ailleurs une scission. Les mouvements sionistes, on connaîtra quelque chose, on appellera ça les territorialistes. De la France, du Sénégal. Donc les territorialistes ne vont plus peser dans le mouvement sioniste. Et à toute façon, à partir de la déclaration de Balfour, c'est très clair. Plus que
Eretz Israël, donc la terre d'Israël, qui se trouvait en Palestine. Alors, madame, pourquoi faudrait-il que les approches soient incompatibles? Pourquoi faudrait-il? Moi, je dis juste que pour que ça marche, il faut ne pas s'en remettre à la bonne volonté. Parce que la bonne volonté de faire beaucoup de choses, d'abord, elle fait du bien. Elle fait du bien. Moi, je préfère passer du temps avec des gens qui parlent de paix qu'avec des gens qui parlent de guerre. Mais je crois être à peu près conscient des initiatives israélo-palestiniennes qui existent. Elles sont déjà, il faut être honnête, beaucoup plus faibles qu'il y a 20 ans. Et déjà, il y a 20 ans, c'était beaucoup plus faible que 10 ans auparavant, quand il y avait cette espèce d'illusion lyrique sur le processus de paix. Je rappelle juste une évidence. On fait la paix avec son ennemi. Généralement, ce qui pousse à la paix, c'est parce qu'on ne veut plus vivre avec l'ennemi. Donc, que l'amour, la réconciliation, la fraternité, la sororité y contribuent, c'est merveilleux. Je doute que cela suffise. Parce que les personnes avec qui on va s'asseoir pour faire la paix sont les personnes qu'on a combattues toute sa vie, comme Rabin avec Arafat et Arafat avec Rabin. Voilà. Et donc, on ne choisit pas la personne avec qui on fait la paix. Donc, moi, quand j'entends les Israéliens dire « on négociera avec un tel, mais pas avec un tel », excusez-moi l'expression, la messe est dite. La messe est dite. Mais ça ne change rien. Plus il y aura de pacifistes, plus il y aura de personnes qui parleront pour les deux peuples, plus il y aura d'initiatives conjointes, mieux ce sera. Mais ce ne sont pas elles qui déboucheront sur une paix authentique. C'est elles qui peuvent peut-être renverser les discours de guerre, qui peuvent inverser les tendances, qui sont, et je le dis de manière très claire, suicidaires. C'est pas uniquement que la guerre c'est mal et la paix c'est bien, c'est qu'on va vers une forme d'anéantissement. Donc, il faut enrayer cette descente aux enfers. Il faut prendre date. Et puis, il faut qu'il y ait des références positives. Il faut que, justement, les enfants, les petits-enfants, pour qui on veut faire la paix, ils puissent dire « Ah, bah justement, moi, je connaissais ma tante, où il y avait des amis, où il y a eu... Vous voyez, je ne vois pas en quoi c'est incompatible. Sauf qu'à la fin, surtout après autant de sang versé, je peux vous dire qu'il faudra beaucoup d'énergie, et pas uniquement des bonnes volontés, beaucoup d'énergie. D'efforts de maintien de la paix, des investissements pour la paix, des suivis de la négociation, des sanctions à l'égard de ceux qui ont violé. Ça, c'est d'un tout autre registre que des personnes tout à fait estimables que vous avez mentionnées et qui font un travail respectable, mais qui à lui seul ne pourra pas emporter la décision. J'aurais une question sur les nations limitrophes et quel peut être leur rôle positif dans la contribution aux initiatives qui peuvent conduire à une paix négociée. Est-ce qu'on peut parler des exactions de l'armée israélienne sur les territoires palestiniens? Est-ce qu'on peut le qualifier de génocide ou pas encore? Ou c'est tabou et c'est un peu dangereux? Je travaille en ce moment sur un spectacle sur la révocation des villes Nantes. Et en vous écoutant parler des accords d'Oslo, il y a un parallèle qui m'a sauté à la figure. Bien. Donc, alors, pays limitrophes, je ne pense pas que vous pensez à la Syrie et au Liban. Je pense à la Jordanie et l'Égypte. Voilà. Rappelons les choses par leur nom, la Jordanie et l'Égypte. Donc, rien. Il ne faut rien attendre ni de l'un ni de l'autre. Parce que dans les deux cas, on est face à des régimes qui sont très inquiets de l'écho de la catastrophe de Gaza dans leur propre population. Et on est avec deux régimes qui dépendent beaucoup de l'assistance américaine. D'ailleurs, l'Égypte est le seul pays dont l'assistance n'a pas été suspendue par Trump au même titre qu'Israël.
Il n'y a qu'Israël et l'Égypte, donc ils sont des grandes dépendances. Et eux ont de toute façon leur traité avec Israël et leurs relations diplomatiques qui n'ont pas rompu malgré ce qui se passe à Gaza. Donc, de toute façon, là aussi, on a beau accumuler des couches. Soit on fait la paix entre Israéliens et Palestiniens, soit on ne la fait pas. Si on veut faire la paix entre Israéliens et Palestiniens, on sait qui sont les Palestiniens. C'est pas la peine d'aller à Amman, c'est pas la peine d'aller au Caire, c'est pas la peine d'aller à Riyad, c'est pas la peine d'aller à Abu Dhabi. Voilà. Si on ne veut pas négocier avec les Palestiniens, on peut aller à Vladivostok. Donc ça, c'est d'ailleurs pas moi qui le disais, c'est quand on a fait un débat sur les accords d'Abraham avec la paix maintenant, il y avait un ancien ambassadeur d'Israël à Paris qui disait « c'est formidable l'accord d'Abraham, je suis content de pouvoir aller à Dubaï, etc. » Et voilà, je peux aller sur Mars et revenir, tant que je n'ai pas fait la paix avec les Palestiniens, je suis pas en paix. Hein? Et même si demain, ce dont je doute, il y a une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, si rien n'est réglé sur le terrain, rien ne sera réglé. Et on voit que les accords d'Abraham n'ont seulement pas prévenu la catastrophe actuelle, mais ils n'ont pas offert la moindre alternative à l'escalade israélienne pour une raison très simple. Parce que c'est l'avantage d'être historien, en plus je suis un diplomate, c'est que moi les accords d'Abraham, je les ai tous lus. Il n'y a pas un mot sur la question palestinienne. Ce sont tous des accords de normalisation bilatérale. Il n'y a aucune conditionnalité. Donc, les Palestiniens ont payé le prix vraiment le plus fort pour pouvoir parler en leur nom. Donc, soit on fait la paix avec eux, mais ça renvoie à la question de la direction palestinienne, donc j'ai dit qu'elle était calamiteuse. Il fallait à tout prix qu'il émerge de nouveaux représentants pour assumer cette responsabilité historique envers leur peuple. Et à ce moment-là, on verra. Mais soit on veut faire la paix, soit on ne veut pas. Et la première indication d'une volonté réelle, c'est de discuter avec les gens. C'est assez clair. Alors oui, ce mot, je ne l'emploie pas. Je ne l'emploie pas et je n'ai pas envie de l'employer. D'abord, comme historien, je préfère documenter ce qui se passe que qualifier, parce que chacun sait que c'est un mot qui ferme le débat. C'est un mot qui ferme le débat. C'est un mot qui est utilisé comme stigmate. Or, moi, je veux des mots qui permettent la discussion, qui permettent d'avancer. Donc, je ne l'emploie pas. Ça ne m'empêche pas, comme vous l'avez entendu, de décrire des horreurs qui sont assez insoutenables. Alors, l'édit de Nantes, parce que vous n'avez pas posé de questions, mais je vais quand même y répondre. Alors, je vous arrête tout de suite sur un point fondamental, ça n'est pas une guerre de religion. Excusez-moi. Hein. Dans les guerres de religion, quand on se convertissait, on avait gagné. Quand on convertissait. Je n'ai pas entendu parler de conversion réciproque entre Israéliens et Palestiniens. Je crois d'ailleurs qu'aucun des deux ne le souhaite. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, l'édit de Nantes n'est pas le fruit d'un processus de paix. L'édit de Nantes est une décision du monarque du moment pour apaiser un conflit qui se trouvait être une guerre de religion, qui d'ailleurs sera révoquée. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu l'excellent livre de Pierre Jox sur l'édit de Nantes, je vous conseille ça, parce que vous verrez, entre autres, des réflexions qu'il a par rapport au statut de l'islam en France. Mais là, on s'éloigne. Donc, toute décision qui part d'une bonne volonté, effectivement, du plus puissant, et là, ça rejoint la fable de La Fontaine, n'est pas un processus de paix. C'est juste un acte d'arbitraire positif. Positif. Voilà. Donc un processus de paix, ça n'a rien à voir. Et de toute façon, les processus de paix
ne traite pas de guerre de religion, mais de guerre entre les peuples. C'est de cela que nous parlons entre Israël et la Palestine, quelle que soit la volonté persistante et permanente des extrémistes de tous les camps d'injecter du religieux jusqu'à nous aveugler pour ne plus voir la réalité évidente que c'est un conflit territorial de deux peuples qui vivent sur la même terre. Bonjour, merci pour tout. Je m'appelle Marie-Armelle, j'habite à Jérusalem, je suis journaliste dans un média chrétien. Je suis d'accord avec vous sur le fait que ce n'est pas un conflit religieux, mais finalement vous avez insisté sur le rôle joué par le sionisme chrétien, et nous avons été témoins la semaine dernière de ce forum tenu à Jérusalem sur l'antisémitisme, qui, en définitive, a eu quelques conclusions, dont celle de Marion Maréchal Le Pen devant i24 News, I24, qui a dit qu'en fait, nous étions unis ensemble contre le terrorisme et l'islam. Et du coup, comment on fait pour démêler la question politique de celle religieuse qui s'invite toujours davantage? Plein de questions. Je pose la question de la stratégie du Hamas, qui me semble, parce que c'est eux qui ont, enfin, le bazar actuel, c'est eux qui ont mis à jour quelque chose qui existait déjà, mais le 7 octobre, ça a été une opération quand même délibérée, me semble-t-il, et que je comprendrais un petit peu. Alors, avec l'arrière-plan de Sabra et Shatila, me semble-t-il, on a parlé de pogrom, personne, enfin très peu on parlait de Sabra et Shatila, mais ça ressemble beaucoup à Sabra et Shatila, et puis, mais surtout la stratégie de FLN dans la guerre coloniale, enfin anticoloniale, d'avoir des actions extrêmement violentes, sous le coup de la Toussaint 54, justement pour provoquer le clivage et faire en sorte qu'il n'y ait que deux possibilités et que ce soit la victoire totale ou la défaite totale. Est-ce que vous pensez que le Hamas est parti dans cette direction-là et est-ce qu'il n'est pas en train de gagner sur ce plan? Je m'appelle Wolfgang, je suis de l'Église protestante d'Allemagne. Ma question concerne le zionisme. Vous vous êtes concentré sur le zionisme chrétien. Comment vous percevez le développement dans la pensée zioniste juive récemment, les derniers 30 oui, non, le développement, direction par exemple de kahanisme, tous ces écoles juives, proprement juives, où c'est lié au sionisme chrétien dans votre opinion, je sais pas. Heureusement que nous ne devons pas dépendre de Marion Maréchal pour évaluer l'état du monde. Donc c'est ça le problème du monde aujourd'hui, c'est que tout est nivelé. Donc c'est pas parce que des propagandistes de haine font leur propagande de haine qu'il faut considérer qu'ils énoncent une réalité. Donc, comme je l'ai dit, je vais remettre votre question, que les extrémistes de tous bords essayent d'insérer jusqu'à nous aveugler, c'est une évidence. Que ça ne correspond pas à la réalité est un devoir éthique de le rappeler. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Je suis désolé de ne pas élaborer plus, parce que aller déjà dans ce sens, c'est déjà accréditer ce type de discours qui vont être de plus en plus clairs dans leur brutalité. La civilisation judéo-chrétienne vantée par
Viktor Orban et Benjamin Netanyahu sur les rives du Danube, ça a l'avantage de la crudité. Voilà. Donc on en est là. Alors pour le 7 octobre 2023, moi j'écris là-dessus, on voit à peu près ce que alors là encore, vous savez, le Hamas, c'est pas très sophistiqué, hein. Je pèse mes mots. Hein. Donc, on avait le 7 octobre 2023 à sa tête un homme, Yahya Sinwar, qui a passé plus de 20 ans dans les prisons israéliennes, qui parle parfaitement hébreu, et qui avait passé une partie de ces 20 années à étudier la sécurité israélienne. Et c'est un homme qui a été libéré dans le cadre d'un échange à 1 pour 1000 par Netanyahou, hein, en faveur du Hamas. Donc, ce que le Hamas et Sinwar était l'homme qui avait, pour la première fois dans l'histoire du Hamas, cumulé entre ses mains la direction politique et la direction militaire. C'était dans le cas de Yassin, ministre du Premier. Tous les deux étaient tués par Israël. Donc, Sinwar, lui, dirigeait les Qassam, donc la brigade, la branche armée. Donc, le 7 octobre 2023, le plan qui a été préparé sous les yeux des Israéliens, qui n'ont pas voulu voir. Ils n'ont pas voulu voir, malgré les guetteuses, qui étaient l'alarme, qui était. Pour une raison simple, d'abord, il y avait un vrai préjugé israélien. On sait tout sur Gaza. On sait tout sur Gaza. On sait tout sur Gaza, mais on n'a personne à Gaza. Donc l'idée qu'on peut contrôler électroniquement une population à distance. Alors ça, si le 7 octobre 2023 prouve quelque chose, c'est que ça ne marche jamais. Donc ce qui veut dire que si les Israéliens, on voit bien, au bout de 18 mois, le Hamas est là, il est en proportion plus fort qu'avant, vu qu'Israël a liquidé toutes les alternatives au Hamas, que ce soit la société civile, les universités, les écoles, etc. Tous les endroits où on pouvait avoir une forme de contestation. Donc, ce qu'a fait le Sinwar, c'était pas très sophistiqué, mais visiblement ça fonctionnait. Il a intoxiqué les services israéliens avec des faux plans de bataille, des faux organigrammes, qui préparaient une opération qui était une opération de prise d'otages massive pour un échange avec l'ensemble des prisonniers en Israël. Mais cette opération, comme vous le savez, a viré tout de suite au carnage, hein, notamment sur le festival Nova où il y a eu près de 400 morts. Hein, et avec toutes les scènes de violence abominables et de tous ordres qu'on a vus. Hein. Donc, ça s'est fait. Il n'y avait pas que le Hamas, hein, il y avait le djihad islamique, il y avait d'autres milices qui étaient associées dans ces crimes et ces exactions. Et au lieu d'avoir 20 ou 30 otages, ils sont venus avec 10 fois plus. Donc, l'opération a complètement changé de nature en devenant le massacre que l'on sait, d'une part, et d'autre part, le massacre a provoqué en Israël la volonté on va dire pudiquement de représailles. D'autres mots pourraient être employés pour le caractère complètement disproportionné des dites représailles. Et donc, la guerre a changé de nature, vu que très vite Netanyahou a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire pour libérer les otages. Les seuls otages qui ont été libérés ont été dans le cadre d'échanges, à part pas moins d'une dizaine, 7 ou 8. Non, il y en a eu 4, puis 1, puis 2, je crois qu'on a 7. En tout cas, moins d'une dizaine. Sinon, il était dans le cadre d'échanges. Comme Netanyahou n'a pas voulu d'échange, quand il fait la guerre, et là, la reprise de la guerre, voilà, en plus de tir contre le CICR, qui est l'organisation qui libère les otages, là, on est vraiment dans le. On est rentré dans l'inconnu. Et d'ailleurs, toutes les familles d'otages, pratiquement, condamnent la reprise des combats. Donc aujourd'hui, le Hamas a été complètement dégradé.
Sauf qu'ils ont pu recruter bien au-delà avec tous les jeunes qui veulent manger leurs proches. Et certes, il a été dégradé, mais comme la bande de Gaza collectivement a été détruite et dégradée, dans tous les sens du mot dégradé, c'est pas un euphémisme. Il y avait ça, et maintenant on a ça. Ça, c'est terrible. Mais du coup, le Hamas qui accorde une priorité absolue à l'organisation, ce sont des frères musulmans. C'est un peu, excusez-moi, comme les léninistes. L'important, c'est de préserver l'organisation. Et après, le peuple, on retrouvera toujours un peuple. Ce qu'il faut, c'est que l'organisation soit préservée. Alors, sur le sionisme, j'ai sans doute pas été. Il n'y a rien à voir entre le sionisme chrétien et le sionisme juif. Absolument rien à voir. Le sionisme chrétien a sa dynamique propre que j'essaie de décrire comme je public ou comme il m'adresse. Et vu qu'à l'évidence, il y avait des données qui n'étaient pas maîtrisées par les uns ou les autres. Le sionisme juif, lui, c'est toute une dynamique avec les lumières juives, avec l'antisémitisme dans l'Empire tsariste. Alors, pour vous dire très simplement les évolutions actuelles, et là je fais tout un livre sur Netanyahou pour expliquer, c'est que Netanyahou, c'est la revanche d'un sionisme contre l'autre. C'est que le sionisme qu'on appelait révisionniste était totalement marginalisé à la proclamation de l'État d'Israël. Il y avait une dizaine d'élus sur 120, alors que les travaillistes étaient hégémoniques. Qu'il y a eu cette revanche d'abord en 1977 avec la victoire du Likoud de Begin et en 1996 la victoire de Netanyahou après l'assassinat de Rabin. Donc, pour faire très simple, Netanyahou est quelqu'un qui a aujourd'hui plus de 17 ans cumulé à la tête du gouvernement d'Israël. C'est pour ça que mon livre s'appelle Main basse sur Israël. Et il a une formule qui est très simple. Très simple. Parce que c'est un excellent politicien. D'ailleurs, il a complètement voilà, il a prouvé, il a perdu le pouvoir pendant 1 an et demi de 2021 à 2022. Le seul point commun de ses opposants, c'était tout sauf Netanyahou. Donc il a regagné, parce que lui, il a une formule très simple. Il y a 120 députés à la Knesset. C'est un régime parlementaire. 30 députés du Likoud, le parti de Netanyahou. Ce qui veut dire que toute personnalité qui émerge au sein du Likoud, elle va généralement former un parti qui a 2-3 élus, et après elle revient comme l'actuel ministre des Affaires étrangères. 15 députés des partis ultra-orthodoxes, et 15 députés d'autres. Et aujourd'hui, les autres, c'est les suprémacistes, les kahanistes. Il faut savoir que ces gens-là n'auraient pas droit de citer au Parlement si Netanyahou n'avait pas aidé à leur blanchiment, dans le sens propre. Ce sont les héritiers du rabbin Kahan qui, quand il s'exprimait à la Knesset il y a 40 ans, quand il parlait, tous les députés sortaient. Aujourd'hui, ces gens-là tiennent gouvernement. Et comme Netanyahou est fondamentalement un opportuniste, un opportuniste intelligent, il a 17 ans quand même, bon. Mais là, bon, ça commence à s'accumuler, le procès de Qatar, le Qatargate, sauf que on sait dans l'histoire que c'est toujours les idéologues extrémistes qui savent ce qu'ils veulent qui l'emportent, même s'ils sont minoritaires, s'ils sont face à des... Donc la question n'est plus de Netanyahou, la question est effectivement de ces gens. Et pour ces gens-là, c'est très clair. Ce sera le 3e temple. Et ce sera, non pas la colonisation, pour eux c'est pas une colonie, de l'ensemble de ce qui est la Cisjordanie et les Arabes. Pas forcément demain, mais à terme. Donc pour eux, c'est très clair. Et ça, effectivement, au sein du monde juif, c'est ultra minoritaire. Mais, ça me permet de boucler la boucle, c'est totalement en phase avec les sionistes chrétiens parce que c'est l'accomplissement des prophéties. Et donc, dernier point, Netanyahou n'est pas plus religieux que Trump, mais dans les deux cas,
on a des fanatiques qui considèrent que cet homme non religieux est l'instrument de Dieu. Entendu, il n'y aura pas de paix sans justice. Et comment ouvrir les portes sur cette notion de justice, si ce n'est par le droit, l'application du droit, et notamment le droit international. Quelle est la situation, éventuellement quel est l'avenir de la minorité arabe, palestinienne, de citoyenneté israélienne? Ça fait en gros 2 millions de personnes. Merci beaucoup. Abdel Fattah al-Four, arabe palestinien de concession musulmane. Je vous remercie profondément pour votre éclairage dans cette discussion. Ce qui me un peu trouble, c'est cette connotation que juif sémite. Je me sens sémite. Donc, pourquoi cette exclusivité dans ce sens que le sémitisme devient le judaïsme, tout simplement, et pas les musulmans et les chrétiens de notre part du monde. Vous avez évoqué la question de l'autorité palestinienne. Je suis d'accord avec vous dans le sens de l'impuissance de l'autorité palestinienne, mais est-ce que vous pensez que c'est même s'il y a des élections et que cette autorité n'a aucune autorité sur quoi que ce soit, pour moi, comme Palestinien, je la vois comme l'autorité ou le gouvernement Vichy sous l'occupation nazie de la France, qui essaie de faciliter le travail de l'occupation et non pas protéger son propre peuple. Qu'est-ce qui se passe dans la Cisjordanie aujourd'hui et avant, pendant des années, reste impuissant. Qu'est-ce que ça change quelque chose? Peu importe s'il y a des élections ou pas, tant qu'il y a un gouvernement israélien qui veut raser le peuple palestinien. Bien. Donc, nous vivons en France dans un état de droit. J'espère que nous allons continuer de vivre le plus longtemps possible. Et je peux vous dire que quand il n'y a pas de droit, on sent tout de suite la différence. Surtout quand on est plus faible. Le droit international, tel que nous le connaissons, a émergé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale pour éviter la répétition de la barbarie de ce conflit. Nous avons aujourd'hui 3 personnes dont j'ai longuement écrit les relations triangulaires nourries, Benjamin Netanyahou, Donald Trump et Vladimir Poutine, qui veulent abattre ce droit international, qui est incarné par les Nations Unies, mais aussi par les conventions de Genève et par des institutions plus récentes comme la Cour pénale internationale, dont justement les mandats visent aussi bien Vladimir Poutine que Benjamin Netanyahou. Viktor Orban s'étant retiré de cette organisation pour accueillir son allié Netanyahou et faire ainsi fi des valeurs européennes au profit de cette civilisation qu'il prétend défendre. Donc le droit international, comme le droit en France ou ailleurs, il faut une force qui le mette en œuvre. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous avez un chauffard qui s'en va, si quelqu'un va trouver l'arrêter, le condamner, le délit restera impuni. C'est la même chose que le droit international. Donc, le droit international est le reflet de ce que notre monde est devenu. Si on n'applique pas le droit international, ça nous concerne tous. Et nous sommes tous un peu responsables. Ce n'est pas la faute uniquement là-bas, là-haut. Voilà. Et donc, a fortiori si on est européen. A fortiori si on est européen. Donc, un droit sans sanction, ça n'existe pas. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu à votre question. Je crois que j'ai été assez clair. Alors, c'est intéressant que vous disiez il y a 2 millions d'Arabes israéliens, parce qu'en fait,
vous reprenez des statistiques israéliennes qui intègrent les Palestiniens de Jérusalem-Est occupée, c'est 300 000. C'est intéressant. C'est sans savoir, vous acceptez que Jérusalem-Est soit partie d'Israël, alors que c'est un territoire occupé. Donc, il y a 9 millions d'Israéliens, dont effectivement 20%, c'est-à-dire un peu moins des 2 millions que vous mentionnez. Je dis ça parce que c'est très important, parce que ce sont des statuts différents. Hein. Et les Palestiniens de Jérusalem-Est ont une carte de résidence, mais n'ont pas le droit de vote, sauf pour les municipales à Jérusalem, que généralement ils se boycottent pour ne pas accréditer l'occupation et l'annexion. Les Palestiniens d'Israël, sous le contrôle d'un d'entre eux, sont effectivement une minorité, hein, qui a longtemps été oubliée par le reste des Palestiniens. Il y avait un rapport très très ambigu. Est-ce que ce sont des héros qui sont restés pour défendre la terre, ou est-ce que ce sont d'autres personnes qui ont collaboré avec l'occupant? Quand il y a eu des grandes figures comme Mahmoud Darwish qui se sont imposées à cette Palestinienne alors qu'ils venaient justement d'Israël, et à ce moment-là, le regard a changé. Et puis aussi, c'est l'occupation de 67, donc de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, de Gaza, parce que Israël a choisi d'effacer les délimitations, donc ça a permis à un renouveau de l'identité palestinienne partagée. D'accord ? Donc aujourd'hui, les Arabes israéliens, ou les Palestiniens de 48, ou les Palestiniens intérieurs, ou les citoyens israéliens de l'identité arabe, une communauté, donc sont une composante du peuple palestinien, qui effectivement a des droits dans le cadre d'Israël, hein, mais ces droits ont été nettement limités par la loi que j'évoquais, la loi de 2018, la loi fondamentale sur l'État-nation dans le domaine. Moi, je vais renverser votre question. Je veux dire, comment on construit une alternative à Netanyahou et aux suprémacistes? Je vous ai expliqué l'arithmétique de Netanyahou. C'est très simple. L'arithmétique des opposants à Netanyahou devrait être aussi simple. C'est impossible de construire une alternative à Netanyahou sans complètement associer les Arabes d'Israël. Sinon, on n'arrivera pas à une majorité à la question. Or, on voit que même avant le 7 octobre, il y a l'idée, oh là là, on ne va pas négocier avec les Arabes d'Israël, oh là là, on va nous trouver trop proches des Palestiniens, pas assez sionistes, pas assez... Voilà. On voit le résultat que ça donne. Hein? Donc, actuellement, ce qui est intéressant, c'est que le seul parti arabe israélien qui a été intégré à un moment, sans participer au gouvernement, une majorité parlementaire, le seul, c'est les Frères musulmans. C'est les islamistes palestiniens, qui, eux, ont fait ce calcul sur une base clientéliste classique. C'est-à-dire, je m'intègre, je vais recevoir des subventions, j'aurai mes réseaux de protégés, d'obligés, hein, et donc, ils n'avaient que 4 députés, et là, de nouveau, ils discutent, hein, ils sont en train de discuter avec des figures de la droite, de l'extrême droite. Hein. Donc, là aussi, on voit que pour les formations de type islamiste, quel que soit leur grand discours, eh bien, ils peuvent se retrouver avec d'étranges partenaires de compagnons de route. Mais leur chef avait dit très clairement, parce qu'il a rompu avec le reste des partis arabes israéliens sur la question des droits LGBT. Il a dit, moi, sur cette question, je suis plus proche des ultra-orthodoxes juifs que des autres partis arabes. Vous voyez? Donc, il y a la dimension nationale, mais aussi la dimension idéologique. Alors, bon, dites à quoi ça sert d'élire? À ce moment-là, à quoi ça sert? De deux choses l'une. Soit le nationalisme palestinien regarde en face ses fautes historiques, et essaie de les surmonter. Soit il se contente d'une position victimaire en disant c'est jamais notre faute, ils sont les plus forts. Alors ils sont les plus forts, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est jamais notre faute, permettez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, un peu d'en douter. Hein. Donc soit les Palestiniens ont une direction légitime et représentative, soit ils n'en ont pas. À ce moment-là, excusez-moi de me répéter, mais la messe est dite. Hein. Donc,
une direction légitime et représentative, ça se construit. Ça ne tombe pas du ciel, ça se construit. Et ça repose sur quelque chose de fondamental, c'est qu'on n'abandonne jamais un membre de son peuple. Et Mahmoud Abbas a failli, non seulement parce qu'il est devenu l'autocrate que l'on sait aujourd'hui à Ramallah, mais il a failli parce que quand le Hamas s'empare de la bande de Gaza en 2007, eh bien je le sais pour l'avoir étudié et écrit, il a dit à ses collaborateurs, bon débarras. Et je n'ai pas l'impression que depuis le début de l'horreur d'octobre 2023, il s'occupe beaucoup du sort de ses compatriotes à Gaza. Hein? Yasser Arafat, avec tous les défauts du monde, il serait revenu à Gaza par un trou de souris pour être avec son peuple. Comme il est resté avec son peuple à Beyrouth, comme il est revenu avec son peuple en 1983 à Tripoli, toujours au Liban. Hein? Et s'il n'a pas pu être avec son peuple pendant la deuxième intifada, c'est parce qu'il était assiégé pendant 2 ans et demi. Voilà, c'est cela. Et c'est ça qui manque aux Palestiniens aujourd'hui, une direction. Parce qu'une direction, par définition, c'est elle qui oriente l'avenir. Hein? Et aujourd'hui, on voit bien que la représentation palestinienne est pour le moins éclatée. Hein? Et pour le moins conflictuelle, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Zoltan Zaleh à Angers. J'aimerais vous entendre quelques mots sur ce qu'on peut attendre, ce qu'on peut exiger, la place de l'opinion publique qu'on est peut-être, de la diplomatie, voire des hommes politiques, peut-être de l'Europe, mais aussi de la France. J'ai cru, je crois que j'ai entendu dans ce que vous avez dit aussi que tout ce travail que représente la paix, et que ça ne va pas très forcément bien avec le spectaculaire des déclarations politiques. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de la diplomatie? Je crois que vous avez été diplomate, vous l'avez dit, il y aura, je parle comme les états généraux de la diplomatie française, les diplomates français ne se sentent pas toujours très bien dans le contexte actuel de la conduite des choses en France. Voilà, j'aimerais vous entendre sur les exigences que nous devrions avoir vis-à-vis des politiques et des diplomates pour les soutenir. En lisant mon livre, j'ai commencé à apprendre des choses sur Gaza que je n'avais pas vraiment réalisé. Gaza, c'est 1% de la Palestine dans la terre, mais c'est un quart de la population palestinienne, des choses comme ça qui peuvent expliquer une partie de la problématique. Et vous avez eu l'expression tout à l'heure, Gaza est la clé. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et voilà, je vais dire un peu plus sur. Déjà avant cet octobre, au final, nous on est souvent focalisés sur Jérusalem, sans parler de Jérusalem, mais finalement Gaza. Voilà. On va finir là. Ça me paraît bien comme dernière question. Les diplomates sont des professionnels. Hein? Je me permets juste de rappeler cette évidence, parce que c'est tellement facile de les brocarder. Ah, le bureau d'intelligence, qu'est-ce que c'est chic, les espions, qu'est-ce que c'est cool, etc. Je vais vous dire que le taf le plus lourd, c'est les diplomates. Mais regardez leur image publique, avant comme après Quai d'Orsay. Regardez les clichés qu'il y a. Hein, quand on connaît le nombre de diplomates français, entre autres, qui sont morts au service de la France, dans les guerres civiles de la France. Donc déjà, les diplomates, il faut commencer par les respecter, pour ce qu'ils font, pour leur expertise, pour leur professionnalisme, et pour certains d'entre eux, pour leur courage. Ensuite, ils sont l'expression du pouvoir politique. Donc ça renvoie à la dynamique démocratique que vous connaissez. Mais, effectivement, les réseaux sociaux, la communication, il y a d'ailleurs qu'à voir, moi comme historien, je suis ravi des éruptations de Trump, parce que c'est des citations extraordinaires. Mais c'est la fin de la diplomatie. D'ailleurs, on se rend compte que voilà, ce qui a été cassé il y a quelques semaines, ça va mettre longtemps pour le reconstruire, hein, aussi bien en Europe qu'ailleurs.
guerre en Ukraine, on a marqué ici, avec après Gaza, j'ai voulu aller en Ukraine pour continuer à marcher sur mes deux jambes. Voilà. On a l'impression que quand on parle de l'un, on ne parle pas de l'autre, et qu'il ne faut pas que l'un contamine l'autre, ce qui n'a aucun sens. C'est la même planète. Donc c'est ça. Et les diplomates, mais comme d'autres, comme les universitaires, comme les chercheurs, comme les artistes, comme les penseurs, ils ont besoin de complexité. Si on vous résume le conflit israélo-palestinien dans un tweet, généralement, c'est pas pour prêcher la paix. Voilà. Alors oui, Gaza est la clé. Gaza est la clé. Et Gaza a toujours été la clé. Gaza, c'est un quart de la population arabe de Palestine en 1948 sur 1% du territoire. Donc ça veut dire que 2 tiers de la population de Gaza sont des réfugiés ou descendants de réfugiés. Donc Gaza est le creuset inévitable dès 1948 du nationalisme palestinien. Sauf que ce nationalisme palestinien qui est pourtant né à Gaza, le fédéralisme est né à Gaza, la plupart des fondateurs du Fatah venaient du Gaza, mais ce nationalisme palestinien, une fois qu'il est sorti de Gaza, il s'est construit sur d'abord les réfugiés et Jérusalem comme point de focalité. Et on a oublié Gaza. Et Gaza, c'est un peu voilà, on va à Gaza, on rentre à Gaza en 1994, mais dès qu'on peut, on va à Ramallah. Alors on comprend pourquoi, parce qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans Gaza, il faut aussi exister en Cisjordanie. Mais avec Mahmoud Abbas, c'est devenu complètement un rejet de la réalité de Gaza. Gaza aujourd'hui nous offre le miroir de notre monde. Je constate qu'en 1 heure, pas un d'entre vous ne m'a posé une question sur ce que j'ai vécu à Gaza, sur ce que j'ai vu à Gaza. Je constate. Je ne vous cache pas que ça me surprend un peu. Alors ça tombe bien, vous pourrez lire tout ça dans Un historien à Gaza le mois prochain. Mais ça veut dire que, sur un mode moins ironique, en fait, on s'est habitué. On s'est accommodé à ce qu'ils ne soient pas dans la même humanité que nous, ces 2 millions de femmes et d'hommes. On s'y est habitué. Alors que tout s'effondre à Gaza. Comment voulez-vous que le droit international ait la moindre validité en Ukraine s'il est violé tous les jours à Gaza? Comment voulez-vous que les Nations Unies arrivent à imposer leur résolution en Ukraine ou ailleurs? Il y a beaucoup de conflits de par le monde. Et le Soudan est une tragédie humanitaire en termes absolus encore plus importante que celle de Gaza. En termes relatifs, ça va tous les tristes encore. Donc Gaza est la clé. Gaza est la clé. Mais Gaza ne peut. Donc soit Gaza ne peut ouvrir un autre avenir que si on fait quelque chose de complètement différent. Si on continue comme on l'a fait en pire, qui est exactement ce qu'on fait depuis maintenant des décennies, moi, mon premier séjour à Gaza remonte à 1980. Et à chaque fois que j'y vais, c'est pire. Et je sais que si j'y retourne, ce sera encore pire, alors que je pensais que ce que j'avais vu était déjà inimaginable. C'est sans doute pour ça que vous ne pouvez pas interroger, parce que vous ne pouvez pas l'imaginer. Donc vous ne pouvez même pas poser les mots d'une question. Donc, ce sera encore... Donc, soit on fait quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire Gaza doit être ouvert. Gaza ne peut plus être sous blocus. Gaza ne peut plus être assiégé. Gaza doit être ouvert au monde, doit être ouvert à la mer, doit être ouvert à la terre, à l'Égypte, doit être ouvert à la Cisjordanie dans le cadre d'un État palestinien. Soit on va vers ça. Ça, pour y aller, ça implique beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Soit ce qui passe actuellement va s'approfondir, s'aggraver, et la seule chose que je peux vous dire, avec certitude et avec une immense tristesse, c'est que ce qui se passera à Gaza ne sera pas à Gaza. Merci.